Right. Well, hello everybody. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jane Simmons, je suis également de Londres et je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de venir m'exprimer devant vous ici aujourd'hui. En tant que kiné parmi vous, je dois demander, est-ce qu'il y en a d'autres ici? Levez la main s'il vous plaît. D'accord, il y en a quelques-uns. Tant mieux. Donc, bonjour chers collègues, mais également bonjour au reste de la communauté. Comme je l'ai dit, mon rôle ici aujourd'hui sera de vous parler de l'aspect kinésithérapeute de la prise en charge de la maladie ainsi que la réhabilitation fonctionnelle. Je vais très rapidement vous présenter les consignes internationaux pour la kinésithérapie qui est issue du consortium international dont vous avez entendu parler. Comme ça, vous pourrez aller voir les consignes. Et je vous parlerai également des cas d'utilisation, parce que parfois, il y a des consignes dans les articles avec de la recherche, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est la mise en application. Et ensuite, nous allons parler des manières dont nous pouvons continuer à travailler ensemble en termes de sensibilisation et de dissémination de l'information. Ma présentation portera sur ce document. Lara et d'autres ont dit que ce document est facilement téléchargeable sur le site web de EDS. Comme vous pouvez voir, il y a différents auteurs et j'ai eu la chance d'être la présidente de ce groupe de kinésithérapeutes, de chercheurs et de patients. Le besoin de consignes en tant que kiné, mais également de manière plus large, vient du fait que les troubles EDS de l'hypermobilité, les troubles de l'hypermobilité de manière générale, peuvent représenter environ 30 à 50% des nouveaux patients qui arrivent dans nos cliniques. Donc, au Royaume-Uni en tout cas, nous l'avons vu au Moyen-Orient et je pense qu'on commence à mieux comprendre la situation dans le monde entier. La kinésithérapie joue un rôle très important, comme vous l'avez entendu, à travers l'activité physique et l'utilisation de cette activité physique conjointement avec d'autres traitements. Néanmoins, la compréhension des critères diagnostiques, de l'application thérapeutique et la manière dont nous évaluons les problèmes pose encore difficulté, non seulement pour les chercheurs dans le domaine, mais également pour des professionnels de santé dans le monde entier. Donc, il est très important de bien partager les informations. Dans le groupe de travail que je présidais, donc, nous avons réuni des personnes du monde entier et nous avons eu des relations très productives qui ont ouvert la voie vers de nouvelles recherches et vers de nouvelles opportunités de collaboration. Nous avons basé nos travaux autour du système international pour la classification du fonctionnement, ce qui nous aide à mieux comprendre l'handicap, le gène, le fonctionnement des personnes et leur participation dans la société. Et ce système prend également en compte des facteurs liés à l'environnement et personnels. Donc nous situons nos consignes dans ce cadre. Il y a différentes comorbidités, des facteurs coexistants qui se situent parallèlement à l'hypermobilité des articulations que nous avons ici. Parfois, on peut avoir seulement quelques signes et quelques symptômes. Chez d'autres patients, on peut voir la totalité. Donc, nous avons essayé de prendre en compte cela dans nos consignes. Et évidemment, on comprend bien qu'il y a non seulement un spectre en termes de sévérité des symptômes, mais chez les personnes avec des symptômes plus aigus, comme beaucoup d'entre nous qui travaillent en milieu clinique le voient, parfois ne sont pas la totalité des patients. Il y a des personnes qui se situent un peu au milieu du spectre et ensuite il y a des cas très aigus qui sont gérés dans des centres spécialisés. Personnellement, je travaille surtout dans la pédiatrie actuellement et donc il est très important d'identifier les cas très en amont. Cela survient très souvent après un traumatisme musculo-squelettique, se tourner le pied, un détachement du tendon. Et c'est à ce moment-là qu'en tant que kinésithérapeute, nous devons appliquer notre prise en charge classique.
avec de la glace, avec un appui, avec des activités. Mais là, pour cette communauté-ci, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va identifier et prévenir un déclin futur. Nous avons également des informations pour les professeurs d'éducation physique dans les écoles pour qu'ils puissent reconnaître les cas qui se présentent et les aider à gérer les symptômes. On veut vraiment empêcher cet effet domino avec une articulation qui va gêner un système, qui va gêner une autre articulation. Ensuite, ça continue. Ensuite, nous arrivons à notre deuxième couche des problèmes de coordination, des épisodes récurrents, des séries d'épisodes à différents sites. Le déconditionnement commence à intervenir ici. On voit un gène au niveau de la sensibilité périphérique et des conditions systémiques, peut-être pas aiguës, mais qui commencent à survenir. Et là, les techniques de kinésithérapie ne vont pas être très efficaces. Là, il faut penser à la rééducation fonctionnelle et aux approches cognitives. Là, j'ai travaillé avec Dr Penowska et Kazkaz pour travailler dans ce domaine. Là, je vais vous expliquer la manière dont nous, kinésithérapeutes, faisons notre analyse. Nous avons une approche subjective, une phase d'analyse subjective, et là, il faut prendre le temps d'écouter les patients. Mais comme très souvent pour les kinésithérapies, il y a des patients qui se trouvent envoyés entre les collègues. Ils en ont vu 3, 4 ou 5. Mais je connais les collègues et je sais qu'il est important d'écouter quels étaient les problèmes, quel est le gène occasionné, quel est le symptôme qui apparaît. Et parfois, un kinésithérapeute peut se focaliser sur une articulation plutôt que sur la totalité, aller un peu trop vite, en d'autres termes. Et ça peut poser problème. Parfois, l'approche peut être un peu trop passive. Donc il faut les écouter, entendre leur histoire et ensuite explorer les attentes. Et ce moment-là, pour moi, il est très important dans la prise en charge du patient. Qu'attend-on de la part d'un physiothérapeute? On ne peut pas tout leur donner. Mais une fois qu'on a ces informations, très souvent, il s'agit de manière de gérer les symptômes. Où commencer? Et là, ensuite, il faut identifier les problèmes que les collègues avant moi ont bien expliqués. J'ai mis quelques petites étoiles autour de problèmes de coordination. Et là, c'est très important, notamment chez les très jeunes. On voit des liens avec des troubles du développement de la coordination infantile. Et donc, il est très important d'établir le lien, notamment pour les ergothérapeutes qui peuvent nous aider à gérer ces problèmes. Moi, en tant que kinésithérapeute, je vais également regarder la totalité des systèmes, essayer de voir la portée de la maladie, l'impact sur l'activité physique, sur le travail, sur l'école, etc. Il y a également des freins au changement. Si un patient ne veut pas changer, ne peut pas changer, c'est important également. Et c'est là que les thérapies cognitives peuvent intervenir. Quels sont les freins pour l'activité physique? Eh bien, à travers mes années d'expérience, j'ai appris certaines choses qui ont été confirmées par des études. Très souvent, c'est la douleur et la peur qui empêchent les patients de faire leurs exercices. Et donc, il faut comprendre dans quelle mesure c'est un frein. Et ensuite, il ne s'agit pas de se mettre derrière quelqu'un et de les mener au bâton pour les obliger à faire leurs exercices, mais plutôt de les aider à s'améliorer. Quels sont leurs objectifs? Est-ce que leurs objectifs sont réalistes? Et peut-être recadrer un peu ces attentes. Ensuite, très rapidement, nous avons la gestion du syndrome de tachycardie posturale. Là, c'est un phénomène physique qui intervient à ce moment-là, des syncopes. Là, on voit les pieds qui sont rouges lorsque la personne s'est trouvée debout pendant longtemps, et ensuite le sang va circuler de nouveau une fois assis. Tachycardie, avec le cœur qui essaye de travailler encore plus dur pour faire circuler le sang, ce qui peut mener à de l'anxiété, hyperventilation, ainsi que des nausées et une intolérance à la chaleur. Là, c'est un graphique que j'ai dû tester moi-même avec des tests du rythme cardiaque.
Là, nous avons quelqu'un qui faisait déjà de la tachycardie assise à 125 battements par minute. Et dès que ce patient se mettait debout, ça montait directement. Donc ce n'est pas que imaginer, ce n'était pas que lié à l'anxiété, c'était vraiment leur posture. Ensuite, nous avons une évaluation fonctionnelle. Je ne fais pas que des tests statiques. Regardez la manière dont ces patients bougent. Ce n'est pas étonnant que ce pauvre garçon ait du mal à bouger et mal aux genoux et aux chevilles, parce que cela vient de la manière dont il utilise son corps. Donc là, un exemple d'une évaluation fonctionnelle que nous pouvons faire. Ensuite, l'approche de la prise en charge, il faut motiver et autonomiser. Nous l'avons entendu tout à l'heure, il faut motiver et autonomiser, travailler en partenariat avec les patients, trouver des objectifs, éduquer, parce que l'éducation peut avoir énormément d'impact sur les patients quand ils comprennent ce qui peut leur arriver, ce qu'ils peuvent faire, et ensuite, on peut aller vers les éléments clés de la prise en charge. Là, les petites étoiles sur exercice, parce que, en tant que kinésithérapeute, évidemment, c'est notre outil principal, et c'est là que nous avons les meilleurs résultats pour l'instant. Pour moi, ainsi que pour les patients, je veux donner de l'espoir. Je ne veux pas que mes patients quittent mon cabinet en ayant l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. En tant que groupe, nous remontons dans la littérature. Il y a certains avantages à des conseils ergonomiques ainsi qu'à l'immobilisation des articulations, mais pour moi, ces immobilisations doivent être utilisées de manière consciencieuse. Parfois, il faut pouvoir protéger les articulations ou alors au repos pour permettre aux personnes de se reposer, mais il faut que les patients puissent rester actifs. L'utilisation de semelles orthopédiques également et d'autres appareils orthopédiques. Pour l'instant, nous n'avons aucune disponibilité de ces appareils au niveau des adultes. Il y a des choses pour les enfants. Là, nous avons des enfants qui ont à la fois des problèmes de développement infantile de la coordination ainsi que le DS. Et là, nous voyons une amélioration de la démarche avec des semelles orthopédiques. La revue Cochrane, qui était une grande revue de toutes les données, nous a proposé un algorithme, donc un processus qui nous permettrait de décider sur l'utilisation des semelles orthopédiques. Donc tout d'abord, on va proposer de changer de chaussures, des activités physiques, ensuite la semelle orthopédique sur mesure. Donc il y a tout un processus, tout un parcours à suivre. Évidemment, chez ce jeune garçon, ici nous avons avec les corrections et à droite, vous pouvez voir que j'ai essayé de l'aider en utilisant différents groupes musculaires. Mais ça ne suffit pas parce qu'on voit que ses pieds ont une activité très forte pour le maintenir. Donc là, nous avons typiquement un patient qui a besoin d'un conseil au niveau de sa chaussure et peut-être de semelles orthopédiques. Mais il peut également apprendre à mieux utiliser ses muscles à lui. Comme vous pouvez voir, la différence est très prononcée et là, c'est en une seule séance. Je le vois comment mieux utiliser son corps. Ce n'est pas seulement une question de faiblesse, mais également de la manière dont il utilise ses forces. Donc, les données concernant l'utilisation d'exercices physiques chez les enfants, là, c'est une étude à Liverpool randomisée. C'était chez des enfants et nous avons comparé des exercices moteurs focalisés par rapport à des activités plus généralisées. Les deux groupes ont vu une amélioration notable, mais du point de vue des parents, l'approche plus ciblée a été vue comme préférable, comme je l'ai dit, notamment par les parents. Il y a eu un gros problème avec le taux de rétention et le recrutement pour cette étude. C'est un problème que l'on voit beaucoup. Il faut améliorer ce taux de rétention dans les études cliniques en proposant un meilleur soutien aux familles lors des interventions. La deuxième étude que je voulais vous montrer est une étude qui a été faite par Verity Pacey en Australie. Elle a beaucoup travaillé avec les enfants. Et là, c'était une étude très importante. Même si on ne regardait que le genou, l'étude se posait la question, est-ce qu'il faut faire des exercices neutres ou est-ce qu'il faut utiliser la totalité du mouvement? Depuis très longtemps, nous encourageons des exercices qui
utilise toute l'amplitude des mouvements. Si vous êtes danseur, vous voulez pouvoir utiliser l'amplitude de vos mouvements. Et même si vous marchez dans la rue, il faut pouvoir contrôler vos extrémités, même si vous tendez le bras ou si vous mettez le bras au-dessus de la tête. Donc, il est très important de travailler sur toute l'amplitude des mouvements. Et une fois de plus, nous voyons l'impact sur la santé psychologique des patients lorsqu'ils utilisent toute l'amplitude des mouvements parce qu'ils utilisent donc tout leur corps, ils se sentent plus libres. Une fois de plus, un élément de littérature sur le genou qui montre que 8 semaines d'exercice physique en se focalisant sur la proprioception et sur le mouvement peuvent être bénéfiques, et une étude plus récente, donc un essai randomisé qui nous a montré que des exercices de stabilisation, de stabilité pour le dos peuvent être très utiles également pour gérer la douleur. Donc on commence à accumuler des informations qui montrent la manière dont les exercices physiques peuvent aider. Une grande étude récente au Royaume-Uni portée sur quelques 1000 patients. Le Pilate a été très apprécié par les parents. Ce n'est pas un type d'intervention que nous avons envisagé, mais de manière tout à fait anecdotique, les patients nous disent que ça aide, notamment à travers le soin et les attentions qui sont portées aux patients durant cette activité. Donc c'est très utile la plupart du temps, mais ce n'est pas encore prouvé. Il y a également une littérature émergente qui montre que la stabilité du tronc, que la prévention de la douleur peuvent être très importants. Un membre de notre groupe a fait une grande analyse des métadonnées et a montré que combiner l'exercice et des approches cognitives vont devenir très importantes à l'avenir dans notre gestion de la maladie, la prise en charge. Là, j'ai 3 minutes pour partager avec vous quelques astuces. Quand on vous propose des données, je sais que les thérapeutes et les médecins dans la salle vont se dire « Bon, d'accord, on fait du sport. » Alors ils partent faire du sport, ils se blessent, ensuite ils reviennent et ils ont mal. Donc ce qu'il faut, c'est trouver la base et commencer petit à petit, quelque chose qui se trouve bien en deçà de vos limites, pour ne pas avoir cette espèce d'explosion et ensuite cette chute, pour avoir ce retour positif, parce qu'on sait que ces personnes ont mal depuis très longtemps et sont donc très faibles, souvent. Et donc, ils ont très peu de confiance et donc ils sont très peu stables. Il ne s'agit pas d'aller faire des sprints. Il faut avancer petit à petit. Il faut réfléchir également. Combiner le mental avec le physique a des effets démontrés neurologiques concernant la cartographie du cerveau. Prenez votre temps, allez doucement et prenez en compte une approche globale. Ne pas vous focaliser sur certains groupes musculaires, mais plutôt tout le corps. Nous allons utiliser une approche personnalisée, évidemment, et Francesca en a parlé de l'importance de ça, parce qu'il faut personnaliser les soins apportés. Utiliser les mains pour soutenir, parce qu'on nous le dit. Les dessins avec des hommes avec des bâtons, ça ne marche pas. Il faut leur montrer comment faire, il faut leur montrer quoi faire, éventuellement avec des vidéos pour corriger les gestes. Il faut que ce soit pertinent dans leur esprit, il faut aller vers leurs objectifs exprimés. Si vous avez quelqu'un qui veut aller danser, alors travaillons sur la fonctionnalité et permettons-leur de faire ça. Les informations les plus importantes pour les patients notamment vont encore au-delà, parce que la recherche nous montre que lorsqu'on implique la famille, les résultats sont meilleurs. Donc, il ne s'agit pas de dire à un enfant « va faire tes exercices », non, il faut impliquer toute la famille et avancer tous ensemble. Donc, la gestion du syndrome de tachycardie posturale, parfois, il peut y avoir une thérapie médicamenteuse, parfois un apport de fluide, parfois on peut travailler depuis des positions allongées parce que les patients ont du mal à se relever, ensuite travailler vers le vertical et intégrer la prise en compte de l'instabilité des articulations en prenant en compte la nutrition et ce que les patients boivent. Avec l'exercice, vous allez augmenter le volume sanguin, vous avez
vous allez améliorer le rendement cardiaque, améliorer la compression cardiovasculaire. Et puisque les personnes avec ce syndrome ont de faibles volumes cardiaques, il faut vraiment faire très attention au niveau de ça lorsque vous faites des activités physiques. Le domino suivant est que si on n'atteint pas les patients à ce stade-là, eh bien, on arrive à des patients vraiment très malades, vraiment très déconditionnés, pour lesquels il faut vraiment une approche beaucoup plus médicamenteuse, malheureusement. Voici donc les ressources disponibles, les choses que nous utilisons au Royaume-Uni, les choses qui sont à votre disposition, l'équipe avec laquelle je travaille, l'équipe internationale, mais également au sein du service hypermobilité. Certains sont représentés ici et toutes les organisations ont tous rendu cela possible. Je vous remercie.